Donc, bonjour à tous et bienvenue sur Citizen 21, la chaîne qui analyse les changements du 21e siècle et vous explique comment vous y préparer au mieux. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer le docteur Aymeric Le Breton, qui a écrit récemment un livre qui s'appelle Robot Révolution. Les robots vont-ils détruire nos emplois et notre économie? Et en fait, dans ce livre, il analyse les changements qui sont amenés par la révolution de l'intelligence artificielle et de la robotique, des changements qui sont d'ailleurs déjà en cours, comme vous allez le voir. Et en fait, il propose également des solutions pour expliquer comment, en tant que salarié, vous allez pouvoir vous préparer à cette révolution annoncée pour éviter tout simplement de voir votre métier remplacé par une intelligence artificielle ou un robot. Et tout simplement, comment vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu et utiliser finalement ce changement comme une opportunité. Donc pour présenter rapidement le docteur Le Breton, déjà il est écrivain, il a écrit plusieurs livres, donc notamment sur cette révolution robotique, mais également sur le développement personnel. Mais il a également, le docteur Le Breton, plusieurs casquettes. Déjà, il est diplômé d'un doctorat en psychologie et il a été aussi professeur en management des organisations à l'école des Ponts et Chaussées. Il a également une casquette d'entrepreneur et il a fondé un groupe qui s'appelle Orientation, un groupe de cabinets de psychosociologues spécialisés dans l'accompagnement des salariés dans leur transition professionnelle. Et en fait, c'est à ce titre et en s'appuyant sur cette expérience-là qu'il va pouvoir nous donner son analyse de comment bien se préparer à des changements pour négocier au mieux sa transition professionnelle et sa transition de carrière. L'idée de cette vidéo et de cette interview, c'est tout simplement de vous permettre de savoir à quoi vous attendre dans les années à venir, ce qui va avoir lieu tout simplement, et vous expliquer concrètement ce que vous allez devoir mettre en place idéalement dès après cette vidéo pour gérer au mieux ce virage qui s'annonce. Donc je vous propose directement de passer à l'interview. Je vous souhaite un excellent visionnage. N'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo si elle vous a plu et à commenter pour qu'on puisse débattre de ce sujet qui soulève toutes les passions dans les commentaires. Voilà, excellent visionnage, je vous remercie et très bonne journée à vous. Donc docteur Aymeric Le Breton, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes docteur en psychologie, professeur en management des organisations, notamment à l'école des Ponts et Chaussées. Et vous avez fondé le groupe Orientation, qui donc est un réseau de cabinets de conseil en orientation professionnelle qui va accompagner chaque année plus de 3000 salariés dans leur projet d'évolution professionnelle. Également, vous êtes écrivain. Dans votre dernier, vous avez publié Robot Révolution. Les robots vont-ils détruire nos emplois et notre économie? Et c'est pour ça que je vous avais sollicité aujourd'hui pour nous parler justement de cette révolution à venir, des impacts sur les salariés et justement de leur parler un petit peu de comment se préparer à cette révolution et l'aborder au mieux pour en faire plutôt une opportunité qu'une menace. Oui, tout à fait. Alors j'ai écrit Robot Révolution parce qu'effectivement, dans mon métier, on accompagne des personnes en reconversion professionnelle et donc on a un devoir de faire un travail de prospective. Voilà, quels seront les emplois de demain, quelles seront les compétences de demain. Et il se trouve que actuellement la robotisation, la digitalisation, elle a un impact fort sur l'emploi et sur les compétences qu'il faudra posséder demain pour conserver son emploi. Dans un contexte, à mon sens, qui est plutôt de raréfaction de l'emploi. Mais l'emploi dans les années à venir va plutôt se raréfier que se développer. Et donc il faudra avoir les bonnes compétences pour pouvoir avoir un job. Et si possible un bon job. Voilà. C'est ce travail de prospective, d'anticipation du futur pour pouvoir aider les gens à mieux s'orienter, faire les bons choix de carrière pour pouvoir rester dans la partie surtout. Alors, en fait, la révolution des robots, elle a d'abord touché l'industrie. Donc c'est vrai que ça ne touchait qu'une partie de l'économie.
Et une partie de l'économie qui avait plutôt tendance à diminuer, puisque les industries sont beaucoup parties en Chine ou dans des pays à bas coût. Donc quelque part, l'impact sur l'emploi de la robotisation dans l'industrie était plutôt limité. Et là, on voit apparaître, c'est on va dire la deuxième étape de la robotisation, c'est les robots dans le secteur tertiaire. Donc dans le secteur des services, dans le secteur de la relation humaine, on voit des robots apparaître dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la médecine, dans le secteur du conseil. Et donc, ça touche le cœur des emplois d'aujourd'hui. C'est là où il y a le maximum d'employés. Il y a beaucoup d'employés, par exemple, dans les banques et dans les assurances. Donc, si on robotise une partie de leurs activités, on risque d'avoir une baisse importante du nombre de personnes qui peuvent avoir un emploi dans ces secteurs-là. Donc ça, c'est l'objet du livre. Alors, de façon pratico-pratique, pour anticiper cette révolution, nous on préconise toujours, en fait, en fonction du secteur d'activité qu'on a, dans lequel on est, c'est de réaliser une première étape qui est un bilan de compétences. C'est une prestation aujourd'hui qui est prise en charge par les pouvoirs publics et qui permet en fait de faire le point sur à la fois ses aspirations personnelles, qu'est-ce qu'on a envie de faire, dans quel secteur d'activité on a envie d'évoluer, et également sur ses compétences. De façon à regarder dans son secteur quelles sont les compétences qui seront demandées demain et quels sont les écarts entre celles qu'on a aujourd'hui et celles qui seront demandées demain. Ça, c'est pour nous la première étape, parce que c'est une question très pratique là, que vous me demandez. Donc, faire cette première étape, ce premier travail, et puis ensuite, en fait, le fait de pouvoir identifier ces compétences et de voir ce que vous allez devoir acquérir, ça vous permet de vous former. Ça, c'est la deuxième étape, se former. Alors après, il y a des compétences qui sont aujourd'hui incontournables par rapport à cette révolution digitale, notamment les compétences digitales. Plus vous allez avoir des compétences digitales, donc une maîtrise de ces outils, de ces environnements, plus vous pourrez facilement évoluer professionnellement, vous reconvertir, être agile en fait en termes de carrière. Après, il y a des compétences qui touchent plus au savoir-être, capacité à apprendre, capacité à convaincre, capacité créative. Tout ça, c'est inaccessible aujourd'hui pour les robots. Les robots ne feront pas de travail de conviction, ils ne font pas de travail de créativité. Ils pourront aider à la créativité, mais ils ne seront pas directement employés pour être créatifs, ni pour prendre des décisions, par exemple. Ce sera toujours des humains qui prendront les décisions. Mais en majorité, elles seront validées par des humains. Donc, ça reste inaccessible. Et donc, il y a des compétences, des savoir-être qui permettent d'être performants sur ces actions. Et puis, troisièmement, après, après, ce sont les langues, la maîtrise des langues étrangères, la maîtrise de sa propre langue. Ça, c'est des compétences aussi de demain, en fait. Ça a toujours été, mais ça le restera encore plus demain. La capacité à rédiger, capacité à expliciter ce qu'on fait, capacité à convaincre, on revient sur ce qu'on appelle les soft skills. D'accord. Donc effectivement, en fait, la robotisation, finalement, touche de plus en plus de pans des capacités humaines, mais finalement, on va recentrer l'humain sur ce qu'il sait faire de mieux. Exactement, c'est-à-dire ce qui reste inaccessible à la machine, c'est-à-dire le propre de l'être humain, c'est l'empathie, par exemple, la capacité à comprendre un autre être humain, lui apporter un soutien, une aide, un éclairage. Là, ça c'est quelque chose que le robot aura des difficultés à faire, même s'il peut déjà avoir un premier niveau d'empathie, on le voit, mais c'est quand même quelque chose qui reste de l'ordre de l'humain. Et puis la capacité à convaincre, parce que quelque part, alors, convaincre des humains, bien sûr, mais aussi convaincre des machines. Parce que malgré tout, une machine, il faut aussi savoir lui parler. Il y a une manière d'interagir avec une interface digitale qui fait qu'elle va bien fonctionner ou elle va pas fonctionner. Donc c'est aussi une compétence quelque part. Et donc on peut même dire que quasiment que les compétences de communication, hier c'était vraiment savoir communiquer avec d'autres êtres humains, demain ça sera communiquer avec les humains mais aussi communiquer avec les robots. Et ces compétences-là feront la différence. Ouais. C'est certain. C'est vrai qu'on le voit déjà aujourd'hui dans la manière dont on peut communiquer avec Google, qui est plus ou moins une intelligence artificielle en tout cas. Oui, en fonction de la manière dont vous faites votre requête, vous avez des gens qui vont mettre 10 minutes à trouver une information et d'autres qui vont mettre 30 secondes. Donc c'est bien une différence dans la capacité à communiquer avec la machine. Les Google Home, maintenant où on parle, c'est pareil, il y a une façon de donner les instructions orale à la machine qui varie, et donc il y a des gens qui sont plus ou moins compétents dans ce domaine.
C'est se préparer, c'est saisir des opportunités, etc. Puis il y a énormément d'opportunités en fonction des carrières que vous allez choisir, des compétences que vous allez développer. Soit vous allez prendre la vague, ou soit vous n'allez pas la prendre. Donc ceux qui vont prendre la vague, ils vont être portés par leurs compétences, tout va être facile pour eux. Moi ce que je cherche, c'est juste que les gens ils aient une vie simple et facile en fait. C'est une carrière sans effort, où on trouve des belles opportunités, où on peut construire sa vie personnelle. Et j'ai tellement vu de gens en fait qui avaient fait les mauvais choix, qui n'ont pas su prendre ces vagues, qui se retrouvent vraiment dans des fois des situations très compliquées. Et j'ai aussi énormément vu de gens qui savaient prendre la vague. Et donc ça me donne aussi envie d'aider le plus possible de gens à prendre la vague, à saisir l'opportunité, à se dire bon allez j'y vais. Et la vie ne sera pas plus dure en fait. Moi c'est pas ça que je propose, c'est pas un parcours difficile de carrière, c'est au contraire c'est un parcours qui va être le plus facile possible et le plus épanouissant. Mais il y a quelques petites décisions à prendre à des moments cruciaux. Et donc voilà. D'accord. Donc, effectivement, c'est pour ça, et d'ailleurs c'est l'intérêt de notre échange aujourd'hui, c'est de prévenir les gens qu'il faut s'informer, en tout cas, et même si ce n'est pas forcément une menace, en tout cas prendre acte des évolutions qui arrivent, parce que c'est des évolutions qui vont arriver de toute façon. La technologie, entre guillemets, peut être considérée comme incontournable, et justement savoir quelles mesures prendre dès aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement. Et donc le livre il est écrit justement pour ça, il est très pédagogique et j'ai essayé de l'écrire pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Voilà, que n'importe qui puisse comprendre ce qu'on dit en fait. Les grands messages, voilà, il est écrit comme ça, c'est vraiment. C'est un livre qui est réservé au plus grand nombre. Ouais. Et qui est aussi centré sur l'action, c'est-à-dire que vous faites de l'analyse, effectivement dans une deuxième partie, il y a ce fameux plan d'action que vous avez détaillé. Voilà, donc il y a des plans d'action effectivement pour les individus eux-mêmes, les salariés, les demandeurs d'emploi, il y a des plans d'action pour les chefs d'entreprise qui doivent aussi saisir cette opportunité, et enfin pour on va dire les hommes, les femmes politiques qui doivent eux organiser, donner une structure à tout ça, apporter les financements, favoriser cette transformation digitale. Alors il y a un certain nombre de critères. Donc déjà on a une application qui est sur révolution-robot.fr si je ne me trompe pas. Vous pouvez mesurer le degré le pourcentage de chances de disparition de votre métier. C'est une version bêta, donc il n'y a pas tous les métiers, mais déjà ça vous donne un premier éclairage. Et puis après, il y a un certain nombre de critères qui font que votre emploi va être plus ou moins menacé en fonction du nombre d'employés, en fonction du niveau de rémunération, en fonction du degré de créativité de votre emploi. Voilà, il y a tout un tas de critères qui permettent d'auto-calculer, et ça c'est dans le livre, les chances ou les risques que votre métier soit automatisé demain. C'est vrai qu'on a une sorte, en fait, je prends cette image, c'est comme si on avançait tous. Il y en a certains dans notre carrière, on avance tous en fonction de notre niveau de formation, des formations qu'on suit, de notre investissement dans notre travail. On avance tous à une vitesse différente. Et il y a des personnes qui avancent plus vite que le rouleau compresseur, largement plus vite, qui sont très devant. Et des personnes qui avancent à la même vitesse que le rouleau compresseur, donc qui ne vont pas se faire rattraper. Puis il y a toutes celles qui avancent moins vite que le rouleau compresseur. Et donc en fait, la seule façon d'aller plus vite que le rouleau compresseur, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire c'est apprendre en permanence. Ne pas être dans une logique de formation, je me forme une fois de temps en temps, et puis le reste du temps, je reste dans ma zone de confort. Non, c'est vraiment un apprentissage constant. Et ça demande un investissement très fort dans son travail, un investissement qui est beaucoup plus fort que celui, c'est vrai, dont rêve peut-être la majorité des gens, qui voudraient bien consacrer beaucoup de temps à leurs loisirs. Alors, avoir des loisirs en soi, c'est pas contre-indiqué, non, mais il faut avoir des loisirs intelligents, c'est-à-dire qu'il faut avoir des loisirs qui nous nourrissent quand même, qui nous aident à développer quand même des compétences. Des loisirs qui peuvent aider à développer la créativité. Voilà, et puis qui peuvent être en lien potentiellement. Quelqu'un qui par exemple qui peint des tableaux, peut-être que demain il peut vendre ses tableaux. Donc en fait il faut que son loisir quelque part on le pense comme potentiellement une activité économique future. Je fais quelque chose pour le plaisir, donc c'est génial, mais en fait si jamais j'ai besoin, parce que j'ai envie de changer, parce que je suis intéressé, parce que ça me plaît, je peux transformer ça en métier.
Donc je peux, je sais pas, m'intéresser à l'intelligence artificielle en termes de loisirs, je vais à des conférences, je fais un peu de code, des choses comme ça m'intéresse, j'essaie de découvrir, de comprendre. Mais un jour, pourquoi pas, je peux tout d'un coup me mettre à développer ou à programmer. Donc ce soit un loisir intéressé en se disant tiens, ça pourrait peut-être demain devenir mon métier. Effectivement, c'est le changement, en tout cas la veille qu'il va falloir faire et qui est différent par rapport aux générations d'avant qui finalement avaient une carrière plus linéaire ou en tout cas avec une phase d'apprentissage d'un métier à l'école. Je crois que vous d'ailleurs ça a été un peu vous avez connu ça, vous avez fait de longues études et puis ensuite dû changer. Et ensuite, cette phase d'apprentissage, puis on fait le même métier toute sa vie et on apprend moins. Non, puis il y avait un élément qui était vraiment très différenciant par rapport aux époques précédentes. C'était avant, en gros, on rentrait chez un employeur et puis on lui donnait les clés de son destin. Quoi. On lui disait vas-y, maintenant c'est toi qui es responsable de mon destin, donc à toi de me former, à toi de me proposer des opportunités de carrière, à toi de t'occuper de moi pour que je puisse m'épanouir professionnellement. Sauf qu'aujourd'hui, ce contrat entre guillemets avec les entreprises ou avec la fonction publique d'ailleurs, qui est une grande promesse de la fonction publique, il est rompu. Aujourd'hui, c'est à la personne de se dire bah non, les clés c'est moi, les clés de ma destinée, je dois les garder. Parce que les entreprises poursuivent leurs propres objectifs, l'État poursuit ses propres objectifs, et je ne peux pas compter sur eux pour m'apporter cet épanouissement professionnel ou personnel. Quand ça se produit, c'est génial. Mais je ne peux pas attendre ça de mon entreprise. Donc à moi de me former, à moi de piloter ma carrière pour moi. C'est une logique vraiment différente et de ne pas attendre l'autre. Et ça, c'est un gros changement de culture en France. Donc là, il y a une réforme qui est en cours, réforme du CPF, avec l'arrivée d'une plateforme CPF, avec l'arrivée de... chaque salarié va avoir ses propres droits qui vont être monétisés sous forme d'argent pour pouvoir acheter des formations, etc. Ça, c'est dans le sens de l'histoire. Ça va dans le sens de la réappropriation par les salariés de leur destin professionnel. C'est comme ça qu'on pourra préserver son emploi, préserver sa carrière et faire un job qui nous plaît, parce que c'est quand même ça le but. C'est pas seulement de gagner de l'argent ou d'avoir un boulot pour survivre. Non, l'idée c'est d'avoir un boulot qui nous plaît, qui nous épanouit, qui nous permet aussi d'avoir des loisirs, de construire notre vie, d'être libre. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on défend. Alors ça, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que d'un côté, ça sera vrai parce que les meilleurs, clairement, ça deviendra des concepteurs de robots. Alors, des concepteurs de robots, d'applications, d'outils numériques, etc. Donc ça va être réservé aux meilleurs. Mais ce qu'on s'aperçoit par contre sur un certain nombre de tâches, aujourd'hui dans les usines par exemple de logistique, les robots prennent les tâches les plus complexes et ne restent aux humains que les tâches les plus simples et les moins intéressantes. C'est ça qui est le paradoxe de la révolution des robots. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que les robots viendraient uniquement prendre les tâches les plus pénibles et voilà, ça serait super, ça serait un monde idéal. Ils prennent les tâches les plus pénibles et ils nous laissent le meilleur, donc c'est génial, voilà, et ils nous libèrent du travail. Sauf qu'en réalité, pas du tout. En logistique, le travail de tri, le travail d'adressage, tout est fait par des robots. Et puis ce que font les êtres humains, il y a des entrepôts totalement automatisés qui existent, où il reste 4-5 personnes, c'est tout, qui gèrent plus de 200 000 colis. On a en Chine notamment, ils ont développé ça. Il reste aux êtres humains ce que ne peuvent pas faire les robots, c'est-à-dire à un moment donné, ils ont oublié dans la construction de la chaîne un outil logistique, donc il faut juste par exemple prendre les colis à la main puis les poser 1 mètre plus loin. Et des gens se retrouvent à faire que ça. Et tout le travail d'intelligence, de gestion, d'optimisation de la chaîne logistique, il est fait par l'algorithme et par l'intelligence artificielle, et pas par un être humain. Et oui, donc c'est un des gros paradoxes. Et là, effectivement, il y a un risque pour les personnes les moins qualifiées de se retrouver sur des postes pour le coup très inintéressants, voire très pénibles. Voilà, très très pénibles. Donc après, c'est aussi à l'individu de se dire, si je veux pas, moi, être sur les tâches les plus simples, à moi de me former. Et si je me forme, je resterai. Parce que pour les gens qui se forment, qui sont qualifiés, il y aura toujours de l'emploi, c'est certain. Des emplois intéressants. Alors, la révolution la vision post-robotique ou la vision post-apocalyptique. Non, peut-être pas. Non, mais c'est une société qui risque d'être un facteur d'inégalité. Parce
puisqu'aujourd'hui le travail était ce qui nous rassemblait, finalement, ce qui permettait la création d'une vraie classe moyenne. Ce qui a permis la formation des classes moyennes, c'est l'arrivée des diplômes et le fait qu'on est finalement des personnels qualifiés. En fait, ce qui différenciait quelqu'un des classes moyennes, des classes populaires ou défavorisées, c'est la qualification. Aujourd'hui, c'est ça le facteur qui le différencie le plus. Et c'est vrai que la révolution robotique risque d'attaquer la classe moyenne. Elle va venir remplacer beaucoup d'emplois occupés aujourd'hui par des personnes intermédiaires. Donc il y a vraiment un enjeu pour les gens des classes moyennes, c'est-à-dire tous ceux qui ont des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3, aujourd'hui ces gens-là ils doivent monter en compétences. C'est obligé, ils doivent monter en compétences, ils doivent se former en digital, ils doivent développer leur créativité, leur capacité à convaincre, ils doivent aller chercher un niveau supérieur. Et ceux qui ne le font pas, ils risquent de se retrouver dans des emplois subalternes que ne peuvent pas faire les robots, des emplois à faible valeur ajoutée. Et donc on risque d'avoir une société les inégalités vont augmenter, très clairement. Ouais, il y a un vrai risque sur la cohésion sociale, clairement, avec cette révolution robotique. Donc il va falloir trouver des solutions, des alternatives. Il y a la taxe robot qui a été mise en place dans des pays comme la Corée du Sud, parce que c'est pareil, on ne paye pas de charges sociales sur les robots. Donc on peut imaginer qu'un entrepôt complètement automatisé, où il n'y a que 3 personnes, qui produit une richesse très importante, est-ce qu'il ne faut pas dévier une partie des taxes qui sont aujourd'hui sur le travail humain et le reporter sous une forme différente, plutôt sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise, plutôt sur ses bénéfices. Voilà, il y a sans doute au niveau fiscalité des choses à faire pour éviter justement que tout porte sur le travail, parce que plus vous taxez le travail, plus vous rendez le robot compétitif. Et a fortiori dans les métiers du tertiaire où les salaires sont beaucoup plus élevés que dans l'industrie. Donc remplacer un commercial par un robot, c'est très intéressant financièrement pour une entreprise. Plus intéressant que de remplacer un ouvrier qui va être payé au SMIC par exemple, parce qu'un commercial il est quand même assez bien payé, en prime, etc. Donc en fait vous avez... là il y a un vrai enjeu des pouvoirs publics qui doivent accompagner, préparer. Les pouvoirs publics doivent favoriser la révolution des robots, c'est important parce que sinon le pays va décrocher. C'est un facteur pour ramener le pays dans la compétition mondiale. Mais de l'autre côté, il faut qu'ils accompagnent formation et fiscalité. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a vraiment trop d'impôts qui portent sur le travail humain et pas assez... c'est ce qu'on reproche à Google, d'ailleurs. Google, c'est qu'un gros robot publicitaire. Voilà, et donc, lui, il ne paye pas d'impôts. Très peu. Voire même que la valeur ajoutée soit produite à un endroit, puis aujourd'hui c'est le cas d'ailleurs, puis qu'elle soit taxée ailleurs, donc qui fait une fuite de la richesse en fait. Il y a un risque, j'en parle dans le livre sur Watson par exemple, sur les grandes IA américaines. Aujourd'hui ce sont des intelligences qui sont utilisées dans la vente, qui sont utilisées dans les banques. Demain, toute la richesse produite par ces intelligences artificielles, elle partira où? Elle partira à un restaurant en France ou elle partira à New York ou à San Francisco? Si on ne fait pas quelque chose, elle risque de partir à New York et à San Francisco, comme aujourd'hui les revenus de Google ils partent en Californie, comme les revenus d'Apple ils partent en Californie. Il y a quelque part un phénomène de prédation presque. Donc il faut arriver à rééquilibrer effectivement, et ça passe par une fiscalité différente. Il faut rendre les humains compétitifs aussi, et ça c'est terrible de se dire qu'on sera en compétition. Avant, un individu il était en compétition avec des Chinois, des Bulgares, des Allemands, des Américains, etc. Dans la mondialisation. Demain, il sera non seulement en concurrence dans la mondialisation, mais en plus il sera en concurrence avec des robots. Et ces robots seront non seulement des robots français, mais aussi des robots américains, chinois. Donc c'est vrai que c'est dur pour les êtres humains, je pense qu'il y a une pression très forte. Et quand vous êtes quelqu'un qui est faiblement qualifié, quand vous avez des problèmes de santé, quand vous avez des fragilités familiales, etc., là, c'est beaucoup plus dur, et donc là il y a besoin d'un accompagnement des pouvoirs publics ou d'une protection, quelque chose qui va amortir en fait le choc. Sinon on risque de vivre dans un monde inhumain. C'est un risque. Après un changement, je pense qu'il faut entre 3 et 5 ans
se former, pour se remettre dans une dynamique vraiment constante, d'apprentissage constant, entre 3 et 5 ans. Mais c'est un processus continu, donc le faire tout de suite maintenant, c'est bien. Ce que vous faites dès aujourd'hui, dès maintenant, après avoir fermé cette vidéo, est déjà... c'est une dynamique. Donc, voilà, quand je reviens, bilan de compétences, formation, auto-formation, tout ce qui peut participer à développer son agilité, son intelligence, ses connaissances, c'est une bonne chose. Oui, ils ont encore quelques années, on n'est pas non plus dans le... Mais là, on est dedans. On peut reprendre l'exemple d'Internet. Internet, on a vu arriver ça en France, 96, 97. Hein. C'était, on va dire, un Internet qui était à peu près fonctionnel. Quand on voit la situation en 2007, 10 ans après déjà, et 2017, donc en 10 ans ou 20 ans, on voit les transformations sont majeures. Hein. Donc là, c'est pareil, là, dans 10 ans, on se rend pas compte. Là, les robots, on voit ça de loin, mais dans 10 ans... Vous parliez d'ailleurs pour cette révolution des robots dans la technologie de stade racinaire, c'est-à-dire que les choses vont se mettre en place. On voit d'ailleurs sur le salon aujourd'hui, il y a tout ce qui est Big Data qui est arrivé, Data Lake, solutions d'intelligence artificielle. Les métiers d'ailleurs de la Data Science, Data Scientist, Data Engineer, c'est des choses qui se mettent en place. C'est vrai que c'est pas forcément visible pour le grand public, mais justement, une fois que ça éclot, ça va assez vite. Là, c'est ça en fait. Je pense qu'on est vraiment dans le stade racinaire, comme vous dites. Pour l'instant, on ne voit pas la plante. Et quand elle va sortir de terre, elle va se mettre à pousser extrêmement vite et on va être surpris. Hein. On va voir ça arriver. Imaginons que demain, là, les voitures autonomes, aujourd'hui, elles sont en train d'être construites. Il faut manipuler différentes technologies. Donc tout ça évolue en même temps. Là, aujourd'hui, on fait évoluer les différentes technologies. Puis à un moment donné, tac, ils vont arriver à un point de maturité et ils vont sortir la voiture autonome. Et la voiture autonome, c'est combien d'emplois aujourd'hui ? Les transports routiers, livraison, taxi, VTC. Donc on voit les gens qui sont déjà en train de se poser la question des VTC, des taxis, là, voilà, mais ça c'est déjà fini, c'est la voiture autonome demain. Et ça c'est dans 5 ans. Alors après en fonction des règlements, etc. Mais là on a des milliers d'emplois qui potentiellement pourraient être menacés à terme par des véhicules autonomes. Donc ça ne me semble pas quelque chose d'impossible à 5 ou 10 ans. Hein. Non, restons optimistes, voilà, restons optimistes. Je pense que la robotisation, c'est quand même une opportunité. C'est là aussi pour nous libérer d'un certain nombre de tâches. C'est là pour créer de la richesse. Donc ça va nous permettre quand même d'améliorer la vie dans nos villes. En tout cas, il faut que ça soit orienté vers ça. Maintenant, ça nécessite quand même un accompagnement des pouvoirs publics, une vigilance du citoyen, une vigilance de l'individu en tant que soit chef d'entreprise, soit salarié. Il faut être attentif, voilà. C'est juste ça, être attentif, rester à l'écoute et puis agir pour anticiper, accompagner et prendre la vague, quoi. C'est vraiment le truc de cette vague qu'il faut savoir.